Ok, bonjour à tous. On continue dans les capsules sur les modèles supervisés. Euh, donc, c'est la capsule numéro 4. Je vais directement basculer dessus, ce sera aussi simple, je pense. Donc, qui va parler un petit peu de problèmes d'interprétabilité. C'est un sujet qui va commencer à devenir important, essentiellement parce qu'on est en train de quitter les modèles linéaires. Donc, alors, je ne sais pas si jamais les arbres, je les mettrai après ou avant cette capsule, mais disons que dans mon esprit, on voyait les arbres, et ensuite je parlais d'interprétabilité. Les arbres sont typiquement des modèles pour lesquels euh, euh, on a une interprétation, en tout cas on comprend ce que fait le modèle, mais il nous manque un côté interprétatif dans le sens où on n'a plus ces belles équations comme on les voit ici. Voilà. On a des régions de l'espace, on a de l'espace des X dans lesquels on a des prévisions, mais on n'a plus cette forme pour le modèle. On nous dit juste, si jamais on est dans cette région-là, c'est-à-dire si jamais on a telle et telle caractéristique, c'est-à-dire par exemple x3 plus petit que 12, x8 plus petit que 18 et x5 plus grand que 3, dans ces cas-là, on prédit qu'on aura tant. Et ça, c'est un petit peu frustrant parce qu'il nous manque cette interprétation qu'on avait dans les modèles linéaires. Donc, c'est aussi un point que j'avais commencé à aborder dans la toute première partie, dans une première capsule sur les modèles supervisés, dans le sens où on va commencer à constituer des boîtes noires. Okay, donc les boîtes noires, elles vont arriver, je pense, dans les semaines à venir, en particulier quand on commencera à faire des méthodes ensemblistes, où on aura plein de modèles et on va essayer d'en extraire quelque chose, donc soit en parallèle, soit en série. Et on aura du mal parfois à comprendre ce qui se passe. Alors j'ai mis un dessin de XKCD qui reprend un petit peu ça, qui est qu'un modèle fondamentalement, c'est juste qu'on lui donne des données en entrée, ça trafique les données, donc il dit il y a besoin d'utiliser un petit peu d'algèbre linéaire, et à la fin on a les données en sortie. Et dans beaucoup de modèles, voilà, c'est la grande question de qu'est-ce qui se passe si les réponses données sont fausses, c'est-à-dire en gros qu'est-ce qui se passe si jamais les prévisions ne sont pas bonnes. Dans ces cas-là, lui dit qu'on recommence, mais c'est une vraie question profonde de comment est-ce que je fais pour savoir que mon modèle n'est pas bon. Donc ça, je l'avais un petit peu évoqué, c'est de dire, dans un modèle, on a les données qui rentrent en input et on récupère en output des prévisions. Okay, la seule manière pour savoir si jamais le modèle se comporte bien ou pas, c'est d'analyser les Y chapeau I par rapport à ce qu'on a pu observer. Et donc, on va mettre par exemple une métrique de type carré des erreurs et essayer de minimiser cette grandeur-là. Okay, donc, généralement, l'analyse se fait, et c'est comme ça en tout cas que je justifie le début des méthodes supervisées, uniquement en regardant les prévisions qui sont faites par rapport à ce qui a été réellement observé et de se dire un modèle est bon si jamais il me donne des choses qui sont proches de ce que j'ai, enfin si ces prévisions sont proches de ce que j'ai observé. Okay, mais ça ne répond pas à une question profonde qui est est-ce que ce modèle, je comprends ce qu'il fait. On va voir, on va commencer à créer des modèles qui sont bien meilleurs que ce qu'on a l'habitude de faire quand on faisait des modèles linéaires, mais si jamais on perd en interprétabilité, c'est pas forcément hyper intéressant. Okay. Donc en particulier, je vais présenter ici alors, une réflexion un peu philosophique sur ce que c'est que de comprendre un modèle, et deux, je vais présenter des petits outils essentiellement visuels qui permettront de comprendre ce que fabrique un modèle, et peut-être, et c'est en tout cas en tant qu'économètre ce que je recommanderais, c'est de dire si jamais un random forest vous dit que la variable x2 elle apparaît avec un effet quadratique, dans ces cas-là, il faut peut-être revenir sur le modèle GLM et se dire il y a peut-être un effet non linéaire à intégrer. Okay, donc c'est dans ce sens-là où je vais utiliser les outils que je vais présenter. Mais d'abord, je vais revenir sur les histoires d'interprétation. Alors, je les ai un tout petit peu discutées parce que dans le cours de STD 5100, et encore une fois, si vraiment ça vous paraît loin, je vous encourage à aller revoir les capsules. Mais un modèle linéaire, voilà, ça s'écrit sous cette forme-là. Donc on a cette écriture qui apparaît en haut, où on dit, par exemple, ici avec deux variables, j'ai yi qui est bêta 0, donc la constante, plus un effet multiplicatif sur x1, plus un autre effet multiplicatif sur x2. Donc on voit les deux effets qui apparaissent de manière additive. Okay, il n'y a pas d'effet croisé ici, c'est vraiment des effets linéaires. Et puis j'ai une composante bruitée. Et la manière dont on va classiquement interpréter un coefficient, c'est de dire, si jamais j'essaie de dériver ma variable y par rapport à une des composantes, disons par rapport à x1, dans ces cas-là, on voit que bêta 1, c'est la variation c'est en gros la dérivée de y par rapport à x1. Ce qu'on va interpréter classiquement en disant, si jamais x1 varie de une unité, alors il y aura un impact qui sera bêta 1 sur la variable y. Okay, avec quand même cette hypothèse très très forte qui est qu'on raisonne
toutes choses étant égales par ailleurs. Okay, ceteris paribus, on est vraiment dans l'idée que je fixe x2, d'accord, c'est ce que je dis en fait quand je dérive. Quand je fais ce calcul de dérivée ici, je suis en train de dire que quand je vais dériver x2 par rapport à x1, dans ces cas-là, je dois récupérer 0. Donc cette interprétation elle a du sens si jamais les variables sont indépendantes. Mais en fait, si les variables ne sont pas indépendantes, mon interprétation elle tient plus. Elle tient plus et je ne peux pas dire je vais fixer mon x2, je vais faire augmenter mon x1, mais le problème c'est que si les deux variables sont très corrélées, je ne peux pas dire qu'il y en a un qui augmente et que l'autre va rester invariant. Donc l'interprétation qu'on a dans les modèles linéaires, premièrement, avant de dire qu'on va proposer des choses, déjà j'aimerais bien la remettre en cause en disant c'est peut-être pas si simple que ça. Voilà. Donc on a besoin de faire un petit peu d'hypothèses, d'accord. Donc il y a des hypothèses sur les résidus, mais il y a surtout une hypothèse très forte qui est que cette interprétation, elle tient bien dès lors qu'on a des variables explicatives indépendantes. La collinéarité entre les variables explicatives, c'est un vrai problème en termes d'interprétation sur les modèles. Okay. Donc de manière générale, en fait, je pourrais très bien dire, je peux m'amuser à dériver tout simplement mon modèle. De manière générale, j'aurai un modèle. Et donc, je peux interpréter mon coefficient β1 comme étant une dérivée par rapport à x1, qui est en l'occurrence constante, puisque j'ai un modèle qui est linéaire en x1. Okay. Donc ça, c'est l'interprétation classique, mais voilà, qui repose sur cette idée de toute chose est égale par ailleurs, les autres composantes sont supposées être constantes, et donc on récupère ça. Et ça marche dans les modèles linéaires de manière générale, donc pas juste dans le modèle linéaire gaussien, j'ai envie de dire, mais je peux avoir une interprétation alors, qui est peut-être un peu plus tordue, pas forcément très simple à dériver, mais je peux avoir une interprétation similaire, par exemple, dans une régression logistique. Okay, dans ma régression logistique, je dis que la transformée logique de ma probabilité, okay, c'est-à-dire en gros le log de ma cote, va être linéaire en fonction des variables explicatives. Dans ces cas-là, comment je peux interpréter mon coefficient β1 ? On peut voir en fait qu'on voit apparaître une notion d'élasticité quelque part qui apparaît ici. Okay, et donc on a une log élasticité qui apparaît dans notre modèle en β1. Okay, donc ça reste une interprétation mais qui est un petit peu fallacieuse, qui reste ceteris paribus, qui repose sur l'idée que si jamais je fais bouger mon x1, je ne ferai pas bouger mon x2. Ce qui est en général relativement faux, voire complètement faux. Okay, donc normalement, si on voulait vraiment faire des interprétations, il faudrait au contraire les faire en mutatis mutandis, qui consiste juste à dire je ne peux pas supposer que le reste est constant, et donc j'autorise le reste à changer de manière attendue, quelque part comme ça. Donc si jamais je suppose que mes variables x1 et x2 sont corrélées avec un certain coefficient de corrélation, je suppose que si mon x1 augmente, je vais aussi faire varier un petit peu mon x2, et dans ces cas-là, on aurait une atténuation de l'impact que pourrait avoir notre variable. Okay, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, et en tout cas, c'est plus compliqué à faire. Donc, je ferme ma parenthèse ici sur le modèle linéaire, mais je voudrais juste insister sur le fait que le modèle linéaire, on le mettra toujours dans la catégorie des modèles compréhensibles, des modèles interprétables, mais ce n'est pas forcément si trivial que ça, en fait. Voilà. Donc, les modèles qu'on va voir dans le cours, je pense en particulier aux modèles ensemblés, c'est-à-dire plutôt les modèles de type random forest, les algorithmes de boosting, les algorithmes de bagging, les réseaux de neurones en particulier. Les réseaux de neurones sont parfois un peu compliqués à voir, surtout quand on commence à avoir plusieurs couches cachées. On peut aller voir ce qu'il y a sur chacun des neurones, mais ce n'est pas pour autant qu'on comprend exactement ce qui se passe. Okay, le modèle de référence qu'on a, c'est-à-dire le modèle gaussien, n'est pas forcément si simple que ça à comprendre. Alors, il s'avère qu'on a eu toute une littérature là, ces dernières années autour de ces notions d'interprétabilité. Et alors, il y a une notion de croyance, de trust. Pour pouvoir faire confiance à un modèle, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Donc, à partir du moment où je ne comprends pas ce qui marche, je vais avoir beaucoup de mal à l'utiliser de manière active pour faire des prévisions par la suite. Alors, l'exemple le plus classique, c'est les réseaux de neurones. Des réseaux de neurones, je pense que dans les références, il y a certains articles qui parlent, par exemple, de classification d'images. Okay, vous faites apprendre à un algorithme à distinguer des chats et des chiens, des chiens et des loups. Okay, donc vous lui donnez des images de chiens, vous lui donnez des images de loups. Donc vous avez donc les observations X, ce sont des images. Les images sont libellisées, vous avez un certain Y, et vous lui apprenez, donc vous passez ça dans un réseau de neurones, et à la fin, il vous sort quelque chose en sorte.
Après, voulez-vous dire, bah, je vais peut-être le vendre, le commercialiser, l'utiliser dans des applications, mais il y a quand même un moment où il faut se demander qu'est-ce qu'il fait pour de vrai. Et en fait, il y a plein de cas qui ont été étudiés en particulier sur les images et qui montrent que l'algorithme, son but n'est pas de comprendre la différence entre un chien et un loup, tout simplement parce qu'il n'a pas la moindre idée de ce que c'est qu'un chien et ce que c'est qu'un loup. C'est juste que sur des images, il a réussi à repérer qu'il y avait des choses en commun entre les loups et des choses en commun entre des chiens, et qu'il arrive à séparer les deux. Je vous renvoie à la petite capsule que j'avais dû faire à un moment sur les classifications d'images manuscrites, où effectivement on voyait que quand on avait un 1 ou un 0, bah, l'algorithme comprenait un peu par lui-même que les 1, il y avait de la présence de noir au centre de l'image, alors que les 0, c'est plutôt autour du centre de l'image. Okay, donc l'algorithme comprend comment est-ce qu'il peut aller le faire, mais il n'a pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Il ne sait pas du tout que 1, par exemple, est plus grand que 0. Okay, donc ça, il ne le sait pas. Et en fait, dans les algorithmes d'image, en essayant de comprendre avec des méthodes dont je vais parler, en particulier des méthodes de type Lime, les gens qui ont essayé de comprendre comment est-ce qu'un algorithme essayait de classer entre un chien et un loup, il s'est rendu compte en fait que, et encore une fois, je relisais dans les articles que j'ai mentionnés ici en vert, il s'est rendu compte que en fait, les photos de loups avaient toutes été prises dans la neige. Et donc, il y avait une méthode très simple pour savoir si jamais la photo représentait un chien ou un loup, c'est qu'on regardait la couleur du fond. Et si la couleur du fond était blanche, ben dans ces cas-là, on prédisait un loup. Si jamais la couleur du fond n'était pas blanche, on prédisait un chien. Voilà. C'est une méthode qui marche, et encore une fois, l'algorithme n'a pas à se justifier. Okay, la justification, elle est toujours à l'utilisateur. Mais il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il prédit un chien. Et il y a eu beaucoup d'autres cas où, effectivement, des choses un petit peu bizarres, genre des vaches dans la mer. Okay, donc il s'avère qu'il y a des vaches, des fois, qui vont se promener sur la plage et qui vont dans l'eau. Et en fait, en le faisant passer dans des algorithmes, il n'y a aucun algorithme qui a pu identifier une vache sur une image, essentiellement, parce que pour lui, une vache est toujours associée à de l'herbe, et donc il faut un fond vert. Voilà. Donc, il y a besoin de comprendre, parce que si jamais on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'un algorithme nous prédit quelque chose, ça devient difficile de l'utiliser. Alors, là, ça paraît gentil, parce que je fais des classifications d'images, mais encore une fois, en actuariat, le but de faire un algorithme prédictif, c'est d'ailleurs de proposer une prime. Si jamais vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi est-ce que la prime elle doit être beaucoup plus élevée qu'auparavant, il y a un souci. Okay, et il y a un souci, je pense même au niveau réglementaire, c'est qu'on est quand même tenu de pouvoir expliquer comment est-ce qu'on fait nos modèles. Donc quand on a un modèle multiplicatif avec des coefficients bêta 1, bêta 2, comme on faisait quand on faisait une régression de poisson, en fait, on peut quand même interpréter en disant, bah, si jamais vous habitez, vous avez une voiture mais que vous n'avez pas de garage, bah, dans ces cas-là, vous avez une surprime parce qu'il peut y avoir une tempête de grêle. Parce que, enfin, voilà, vous pouvez élaborer une espèce d'histoire. J'ai beaucoup longuement insisté sur le fait que la modélisation nécessite un processus narratif. On a besoin d'expliquer l'histoire. Elle est relativement simple à faire dans le cas des modèles linéaires. Elle peut être fallacieuse, mais c'est relativement simple à faire. Dans le cas des boîtes noires, on ne peut rien faire. Donc il y a toute une discussion sur ce que c'est que ces histoires de boîtes noires. Et encore une fois, je vous encourage à aller les lire parce que c'est important de comprendre ce que c'est que ce que veut dire comprendre, ce que veut dire expliquer ce qu'il y a dans un modèle. J'en ai déjà aussi un petit peu parlé dans des capsules précédentes, mais il y a une grande différence entre comprendre ce que va prédire un modèle et interpréter un modèle et prédire. Okay, l'exemple classique étant, j'envoie des capsules que vous venez de voir il y a une semaine, c'est ou cette semaine, je ne sais plus, les méthodes de simulation. Les méthodes de Monte-Carlo sont fondamentalement déterministes, donc je suis parfaitement capable de vous expliquer comment est-ce que je passe de l'observation qui va être générée pour la ième observation à celle qui est générée à la i plus ième observation, c'est une relation linéaire. Okay, on l'a vu, c'est des algorithmes itératifs récurrents avec un peu d'arithmétique, certes, et c'est là que vient la difficulté. C'est qu'on manipule les grands nombres dont on prend le module, le reste par une division qui mais je peux expliquer parfaitement ce qui se passe. Et pourtant, je suis incapable de prédire. Je suis incapable de vous dire, et c'est le principe des méthodes de Monte-Carlo, c'est que normalement, quand je vous dis qu'à IM simulation, j'ai obtenu 0,32, vous n'êtes pas capable de dire quoi que ce soit sur la valeur en I plus 2, I plus 1. Okay, donc, il y a normalement une indépendance entre les tirages, et de manière assez paradoxale, j'ai statistiquement une indépendance alors que j'ai une relation linéaire, linéaire modulo des propriétés arithmétiques entre l'observation à la date i et l'observation à la date i-1 ou i+1. Okay, donc, comprendre ce qui se passe et interpréter ne veut pas dire que vous savez prédire. Et l'autre exemple, qui est l'exemple complètement contraire, c'est celui dont je vous parlais sur les réseaux de neurones, qui sont capables de prédire très très bien, mais vous n'êtes pas capable de comprendre ce qui se passe. Okay, donc,
les deux concepts de compréhension et de prévision sont deux concepts qu'il faut absolument détacher pour pouvoir faire des choses qu'on peut comprendre. Okay. Alors, je vous ai mis un certain nombre de références en lien avec ces problèmes d'interprétabilité. Je vais essayer de les discuter, mais très rapidement, je vous laisserai regarder les références. Donc, pour faire simple, hein, donc on est dans des problématiques de type boîte noire. Donc, vraiment dans cette logique de votre algorithme, c'est jamais qu'un, enfin, votre modèle, c'est jamais qu'un algorithme qui prend des choses en entrée et qui vous met des choses en sortie. Okay, mais que je ne peux pas forcément comprendre. Donc, il manque une notion de transparence et d'interprétabilité qu'on voudrait avoir. L'idée étant qu'un modèle linéaire, je vois ce qu'il fait. Alors, si jamais je vous donne, encore une fois, c'était l'objet du cours précédent de STT 5100, dans modèle linéaire appliqué, à la fin, je vous demande de mettre votre modèle. Okay, il s'avère que dans beaucoup de cas, y compris pour un arbre, en fait, je ne suis pas capable de vous donner le modèle. Je peux vous donner la liste de toutes les feuilles, okay, mais si jamais vous avez 50 feuilles, c'est un peu compliqué à écrire, mais c'est le mieux qu'on puisse faire, et au moins on peut le faire. Mais dès qu'on fera du random forest, par exemple, je peux juste vous dire que la prévision est une somme de 1000 arbres. Voilà. Et avec ça, ben, je ne peux pas aller plus loin. Okay, quand je ferai du boosting, je veux aussi avoir une somme de 1000 arbres, cette fois-ci de manière séquentielle, okay, et je ne veux pas aller plus loin. Un réseau de neurones, ça dépend de la complexité de votre réseau de neurones, mais ce n'est pas forcément très simple. D'accord ? Donc la notion de transparence et d'interprétabilité, on ne l'a pas. Alors comment est-ce que je peux faire pour décrire ce qui se passe dans la boîte, dans cette boîte noire ? Il y a plusieurs manières d'interpréter. Le premier, c'est celui que j'évoque en premier, c'est la notion d'expliquer ce que fait le modèle. Et ça, c'est ce qu'on fait quand on fait un modèle linéaire, où je vous dis, ben, je prends une constante, 4223, c'est mon bêta 0 chapeau, puis je prends ma variable x1 et je la multiplie par 1.73, parce que le bêta chapeau 1, c'est 1.73, et je cumule comme ça des effets. Okay, donc on est parfaitement capable d'expliquer ce que fait le modèle, dans le sens où il va additionner des effets les uns avec les autres. Okay, un arbre, c'est un peu la même chose, dans le sens où je vais avoir ce découpage, et il vous dit, bah, il vous pose une première question, vous répondez, vous allez soit à gauche, soit à droite sur la branche, vous avez une autre question, et comme ça, vous avez votre processus de décision qui vous classe, qui vous place dans l'espace, en fait, quelque part. L'autre possibilité, c'est d'interpréter les sorties. Donc ça va être quelque chose qui sera effectivement assez classique, de se dire, bah, pour comprendre ce qui se passe, je vais regarder mes Y chapeaux. Okay, c'est la méthode la plus simple, parce que c'est en fait comme ça qu'on construit notre algorithme, on veut que ça colle au niveau des Y chapeaux. Okay, donc ça, c'est en gros les deux grandes stratégies. Okay, après, on peut essayer de regarder de manière interne, donc ouvrir la boîte, et là, ça va être ce qu'on fera généralement pour les réseaux de neurones, c'est-à-dire, bah, on va aller voir ce qui se cache derrière le premier neurone qui est dans la première couche cachée, et puis on va essayer de voir ce qui a été produit ici. Donc il s'avère que les réseaux de neurones, ça reste des modèles linéaires, c'est juste qu'on en a beaucoup, et avec des transformations derrière, mais on est capable peut-être de dire, ok, le premier neurone, il essaye de capturer un effet, il va essayer de regarder dans mon image ce qui se passe dans les coins. Puis le deuxième neurone, il va aller voir ce qui se passe plus ou moins au centre. Puis le troisième, il va aller voir dans ces endroits-là. Et donc, on est capable de comprendre un petit peu ce qui se passe avec cet énorme défaut qui est, et c'est ça le problème des réseaux de neurones, c'est que on va souvent arriver dans des optimums locaux, et donc dès qu'on commence à regarder, à refaire tourner le modèle, on aura une autre interprétation. Donc ça, c'est un petit peu gênant, c'est que l'interprétation n'est pas stable. Et je vous montrerai ça quand on fera des réseaux de neurones, en particulier quand on a des données non séparables et qu'on essaie de mettre plus de neurones sur la couche cachée pour pouvoir capturer les effets et dire je vais aller voir dans cette partie-là, puis dans cette partie-là, puis dans cette partie-là. Donc, ça paraît joli, on peut le faire ponctuellement, localement, mais c'est pas très stable. D'accord, donc c'est un petit peu dangereux. Et l'autre alternative, ça peut être de proposer donc, ce qu'on appelle une solution transparente, c'est de dire je vais essayer de trouver un modèle qui soit interprétable et qui me donne à peu près les mêmes sorties. Okay, donc ça, c'est une méthode qui est relativement intéressante, c'est de se dire, en fait, mon algorithme compliqué, mon algorithme de boîte noire, finalement, ça me sert un petit peu à challenger mon modèle linéaire. Okay, comme je sais expliquer un modèle linéaire, je vais plutôt essayer d'utiliser des forêts aléatoires pour me dire, ok, je vais essayer d'améliorer mon modèle, je vois qu'il y a une non-linéarité, je vais la capturer, je la mets dans mon GLM. Et tout d'un coup, si jamais vous avez un GLM, vous avez quelque chose d'interprétable et de transparent. Okay, et qui donnera des sorties très proches de celles de votre boîte noire. Donc la boîte noire n'est pas une fin en soi, c'est juste une méthode pour challenger les algorithmes. Okay, donc vous avez pas mal d'articles effectivement qui partent de ce principe que les réseaux de neurones et les forêts aléatoires sont des boîtes noires. Voilà. Et que si on veut les expliquer, il va falloir définir ce que c'est que cette stratégie d'explication.
D'accord. Donc, il y a un très joli article publié en 2018 qui revient sur l'explicabilité des modèles de boîte noire. Donc, qui revient. Je vais passer un peu parce que c'est un peu technique et je ne pense pas que ce soit vraiment l'objet de ce cours. J'avais préparé ces slides en me disant qu'il y aurait peut-être des étudiants de maîtrise un jour qui prendraient le cours. Classiquement, ce cours est jumelé entre la fin du bac et le début de la maîtrise. Donc, je vais le passer parce que ce n'est pas forcément l'objet de ce cours. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on a un modèle M. On a une notion d'explication qui va être un autre modèle et on va essayer de jouer avec ça. Donc, je vous passe un petit peu les modèles, mais on peut faire formaliser, disons de manière un peu axiomatique, ce que ça veut dire expliquer un modèle localement, expliquer les sorties, ce genre de choses. Okay, donc, je formalise un petit peu ce que je vous expliquais avec les mains juste auparavant, mais c'est ça il existe des interprétations ou des formalisations en tout cas de cette notion d'interprétabilité des modèles. Ok, je vais arriver au point intéressant, qui est qu'il existe maintenant des outils qui permettent, maintenant, la plupart sont quand même assez anciens, mais qui permettent de comprendre ce que fait un modèle, de le comprendre un petit peu mieux. Et en particulier, donc, il y a une fonction qui est intéressante, qui est la notion de graphique de dépendance partielle, de partial dependence plot, qui avait été introduit par Friedman en 2001, okay, qui consiste à dire que je veux comprendre comment certaines variables influencent ma variable d'intérêt. D'accord. Donc, j'ai classiquement des variables X, okay, qui peuvent être toutes sortes de choses, et j'aimerais bien comprendre l'impact de ma variable X1 sur ma sortie. Donc, je vous avais dit, quand on a un modèle de régression, c'est simple, on interprète ça comme la dérivée, par exemple, peut être intéressante. Ça correspond à un effet linéaire. Je pourrais me demander quels sont les effets à la fois de X1 et de X2. Okay, et dans ces cas-là, on va avoir quelque chose qui serait une espèce de plan. Okay, mais on n'a plus cet aspect linéaire. Donc, il nous faut l'équivalent de ce qu'on faisait. Et l'idée du partial dependence plot consiste à dire, donc je mets de côté ces variables qui m'intéressent, ces variables d'intérêt. Donc, vous voyez juste une variable. XS, ce sera peut-être une seule variable, mais l'idée, c'est qu'on peut le généraliser avec deux, par exemple, et le reste. Okay, donc, votre X, je le sépare entre ce qui m'intéresse, ce sur quoi je veux focaliser mon intérêt, et le reste des variables explicatives. Donc, ce qu'on appelle la fonction de dépendance en XS, donc de votre variable, par exemple, disons X1, c'est quoi? C'est tout simplement l'espérance de ce que vous donne votre modèle un XS fixé et le reste des autres composantes. Alors, il y a une faute de frappe, c'est pas S, c'est un X. Le reste des X étant généré de manière aléatoire. Okay, donc, je calcule cette espérance. Donc, au lieu de travailler sur l'espérance de M de X, parce que ça pourra grand intérêt, je vais fixer les composantes qui m'intéressent et de me dire, OK, si jamais j'avais cette variable en X1 qui serait un petit X1, qu'est-ce qui se passerait sur cette espérance de M de X1 et puis le reste qui serait aléatoire. D'accord? Alors, ça peut s'approcher de manière très simple, c'est que c'est un estimateur naturel de cette grandeur-là. Alors, on l'appelle P parce que c'est beaucoup utilisé dans les modèles prédictifs pour estimer des probas. Okay, c'est tout simplement de dire, mon espérance, je l'approche par une fréquence empirique. Et donc, je vais prendre ma variable XS comme étant mon paramètre fixé. Donc, mon X1, je vais dire qu'il vaut 3. Okay, et puis, je vais prendre toutes les autres variables que j'ai pu observer dans ma base. D'accord? Donc, je fais la moyenne de mon modèle estimé, de mon M chapeau. Quand je prends mon XS qui vaut ce petit XS qui va être mon paramètre de ma fonction, et le reste, c'est mes observations. En fait, si jamais vous faites ça, ce qu'on peut montrer, c'est que quand vous avez un modèle linéaire, en fait, vous capturez l'effet linéaire. C'est-à-dire que ici, voilà l'évolution de ma fonction par rapport à Répul. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est tout simplement ici un bêta chapeau 1 multiplié par x1. Okay, si jamais il n'y avait pas d'effet, dans ces cas-là, on a quelque chose qui est constant. Okay, donc ça correspond à du bêta chapeau 2 multiplié par x2, mais cette chose-là était proche de 0. Okay, et puis ici, on avait un coefficient qui était négatif. Donc en fait, si jamais j'ai un modèle linéaire, cette fonction-là, elle a une interprétation très très simple. C'est que le partial dependence plot, il est linéaire. Et là, on voit l'intérêt de cette méthode-là, c'est que cette méthode-là va me dire en gros comment est-ce que ma variable x1, elle intervient pour prédire ma variable y. Encore une fois, cette chose-là, c'est quoi? M de x, c'est jamais que la variable y. Okay, en tout cas, l'espérance de M de x, c'est votre variable y. D'accord? Donc, utiliser cette grandeur-là comme étant un proxy de la manière dont votre variable x1 doit intervenir dans la prévision, ça peut être intéressant. Okay, donc, je vous montre d'autres exemples. Un exemple classique, c'est les modèles gamme. Okay, donc, un modèle gamme, ça revient à dire, alors je le fais dans ce cas d'un modèle linéaire, mais c'est dire y, c'est une certaine fonction de x1, plus une autre fonction en x2, plus une autre fonction en x3, okay, plus un bruit, dans le cas d'un modèle linéaire.
et on estime les fonctions par spline, donc de manière non paramétrique. Et donc ici, on voit comment est-ce que, par exemple, la fonction S1, ce n'est pas la fonction S1 qu'on produit, hein, c'est vraiment ce partial dependence plot qui consiste à dire, je vais calculer l'espérance de mon modèle en X1, et je vais prendre le reste des variables comme étant grand X2 et grand X3. Okay, donc ça, je peux l'approcher tout simplement, encore une fois, en disant que je vais prendre 1 sur n, la somme des m chapeaux, petit x1 qui est la valeur à laquelle je me place, par exemple 1500 ici, et ici, je prends mon x2i, x3i, et je calcule l'évolution de cette fonction, la moyenne de ce m chapeau. Et ça va me donner ce point-là. Et en fait, on récupère quelque chose qui s'apparente beaucoup à cette fonction S1, qui nous montre un petit peu comment est-ce que la variable x1 intervient dans notre variable y. Et on voit qu'on a quelque chose qui est monotone, okay, qui est croissant, avec peut-être une petite décroissance sur la fin, mais encore une fois, il n'y a qu'une observation, donc c'est peut-être du bruit. Okay, mais j'aurais envie de dire ici que le modèle linéaire, en tout cas, aurait du sens. Okay, donc on pourrait manifestement dire qu'on pourrait faire un modèle linéaire. La variable x2, encore une fois, elle sert toujours à rien, donc ça, c'est pas très grave. Ça nous confirme dans cette idée-là. Et pour la variable x3, on voit qu'on a cet effet un peu tordu qui est cette fois-ci non monotone. On monte, on descend. Alors encore une fois, j'ai juste une observation ici qui nous force à remonter. Okay, donc ça, c'est juste, je pense, lié à des histoires de polynômes. Okay, mais donc je vais aller le recapturer derrière. Mais en tout cas, on a cette non-linéarité avec quelque chose de croissant puis décroissant. Sur la fin, ce sera à discuter. Mais en tout cas, on voit comment est-ce que ça évolue. Okay, alors, je peux le faire sur des arbres aussi. Et en fait, sur des arbres, on capture tout simplement les côtés non linéaires des arbres. C'est-à-dire, je vais récupérer quelque chose avec 2 niveaux, où on nous dit manifestement, répul, je vais le couper à peu près à 1000. Et INSI, je vais à peu près le couper un petit peu avant 20, okay, avec 2 niveaux. D'accord. Donc, on voit quelque chose qui est relativement intéressant, qui est que je peux avoir une espèce d'interprétation de l'impact d'une variable sur ma prévision. Donc, les partial dependence plots nous permettent de capturer les effets, et ce sera intéressant. Alors, je le fais juste après sur des forêts aléatoires, mais pour l'instant, on peut le voir sur les modèles tels qu'on les a vus jusqu'à présent, c'est-à-dire les modèles linéaires et des arbres. Okay, donc, ce partial dependence plot est un outil pour visualiser un effet. Encore une fois, quand on avait, je vous ai toujours dit, moi j'aimais bien les régressions simples parce qu'on peut faire des graphes. Okay, les graphes, on les perdait un petit peu quand on était sur des modèles multiples. Ici, on est capable de visualiser en tout cas l'impact d'une variable sur notre variable d'intérêt. Donc, c'est intéressant d'aller regarder ces partial dependence plots. Okay, alors, ça a été développé un petit peu plus récemment, donc en particulier donc, des notions de individual conditional expectation, donc qui va être très très proche de ces partial dependence plot. Donc, c'est comme ça en tout cas que ça avait été proposé comme étant une extension des fonctions de dépendance partielle. Okay, dans le sens où on va essayer de regarder pour chacune des observations un petit peu comment est-ce que cette fonction va évoluer. Okay, donc, on a ce comportement moyen. Alors ici, je le fais sur une forêt aléatoire. Donc ici, on a l'impact de notre variable x1. Ici, j'ai l'impact de x2. Ici, j'ai l'impact de x3. Donc, on voit apparaître les effets qu'on avait déjà un petit peu en fait capturés avec ces arbres. Okay, donc ici, on va faire je ne sais plus combien, peut-être 1 millier d'arbres, et on récupère ces effets-là. Donc, on a cet effet moyen qui est en gros constant. J'augmente un peu, puis je vais me stabiliser ensuite. On a ici une fonction quand même avec un petit effet. Donc, il semblerait que il y a un effet, d'accord, qui soit peut-être un peu faible, mais qui peut quand même se quantifier. Puis par contre, ici, on a une fonction un peu en seuil, okay, qu'on observe ici. Donc cette fonction ICO, on peut le récupérer donc avec toutes nos observations, okay, puis on peut voir un petit peu les différentes tendances. Donc on voit apparaître ici chacune des observations. Donc ici, peut-être que c'est l'observation I1, I2, I3. Donc on a quelque chose d'additif. Okay, donc on est sur différents niveaux en fonction en gros de la valeur de mon Y. Okay, donc de la probabilité en tout cas de mon Y. D'accord. Donc ça, c'est les fonctions ICU. Le gros intérêt, c'est de proposer les dérivés. Donc encore une fois, quand j'avais un modèle linéaire, ce qu'on récupérait, donc la dérivée correspondait à mon bêta 1, okay, à mon bêta chapeau 1, bêta chapeau 2, bêta chapeau 3. Donc la dérivée avait beaucoup de sens parce qu'en fait, c'était mon paramètre. D'accord. Dans ce package qui a des fonctions en ICU, on voit apparaître la dérivée de notre fonction en gros. Et donc, on peut voir où est-ce qu'on a des accumulations, où est-ce qu'on a des soucis. Okay, en particulier, on voit qu'on a pas mal de modèles qui sont assez constants, mais on voit où est-ce qu'il se passe des choses. On voit qu'ici, on a des impacts, des dérivés qui sont plutôt négatifs par ici. Donc, effectivement, ça chute. Okay, et on observe où est-ce que ça chute. Okay, donc, on peut avoir des interprétations avec ces fonctions-là.
Il y a eu une autre extension des partial dependence plots. Donc le partial dependence plot, je vous l'ai remis ici. Donc c'est encore une fois l'espérance de mon modèle pris en mes variables d'intérêt, puis le reste, je prends une composante aléatoire. Donc que je vais remplacer quand je vais faire des simulations par les observations. Okay. Ce qui a été proposé par un article d'Appelé en 2016, c'est de dire, en fait, pour lisser un petit peu tout ça, je vais réécrire cette fonction-là en disant que je vais prendre l'intégrale d'une dérivée. D'accord? Donc, ça peut être intéressant. Donc, la seule chose, c'est que faire l'intégrale d'une dérivée, ça n'a aucun intérêt, puis ça revient à la fonction de départ. Sauf que je vais prendre l'intégrale de l'espérance de la dérivée. Okay. Ce qui va permettre de lisser un petit peu tout ça. Alors, l'avantage, c'est que cette fonction, elle existe. Enfin, les deux fonctions existent, en particulier dans Dalex. Donc, Dalex, c'est un package dont j'ai déjà parlé. Essentiellement parce que dedans, il y a une jolie base de données sur les prix des logements en Pologne. Okay. Et dans cette fonction de Dalex, donc, vous avez des propriétés d'explicabilité. Donc, il y a une fonction explain, un modèle. Donc, M, par exemple, ce sera un random forest, ce sera un arbre, ce sera un GLM, c'est un peu ce que vous voulez. Et vous pouvez lui demander de tracer soit l'ALE, c'est-à-dire l'Accumulated Local Effect, ou alors la Partial Dependence Plot. D'accord. Donc, je peux tracer les différents graphiques et c'est ce qu'on obtient ici. OK. Avec les Partial Dependence Plot en haut et les fonctions ALE en bas. OK. Je vais quand même le noter. Partial Dependence Plot et les ALE. On voit que c'est quand même très très proche, sauf dans certains cas, donc en particulier dans les forêts aléatoires, où on peut avoir des choses qui sont plus prononcées, mais par exemple dans des arbres, les fonctions sont identiques. Okay. Et pareil pour quelques GLM. Donc ici, je m'amuse à comparer plusieurs modèles. Donc j'ai un GLM, Random Forest, j'ai du SVM avec des noyaux, j'ai des réseaux de neurones, j'ai du SVM régulier, j'ai des arbres. Okay. Et je regarde l'impact des variables qui m'intéressent ici. Donc, j'ai mes trois variables classiques, répul, un quart et une 6, et je regarde l'impact sur la prévision. Okay. Donc, en l'occurrence, ça va être associé, donc ça va être la transformer le JIT de ma probabilité, histoire d'avoir quelque chose sur R. Okay. Qui apparaît ici. Donc, on voit cet effet qui va être croissant. Okay. On est un peu perplexe sur le deuxième, puisque pas mal de modèles nous disent qu'il faut être décroissant, sauf le GLM, qui nous dit qu'il faut être croissant. Après, il nous dit qu'il faut être croissant, mais que ce n'est pas significatif. Donc, c'est peut-être un petit peu rassurant. Alors, les graphes sont difficilement comparables parce qu'il n'y a pas les mêmes échelles sur les Y. Donc, l'effet est peut-être un peu étendu parce qu'on va essayer de tout mettre pour aller du bas vers le haut. Okay. Et ici, donc, j'ai mes différents modèles. Donc, là encore, j'ai... Alors là, cette fois-ci, c'est sur les... j'ai l'impression que c'est le tree. Pardon, c'est le SVM. Le SVM ne marche pas du tout. Okay. Mais les autres nous donnent à peu près les mêmes tendances, qui consistent à avoir ça. Okay. Donc, ici, en haut, j'ai le partial dependence plot et en bas, j'ai la fonction ALE, qui, on voit, me donne quand même des choses relativement comparables. D'accord. Donc, voilà. C'est juste pour votre culture, encore une fois, je suis juste là pour vous donner en tout cas, vous montrer des outils qui peuvent exister dans votre boîte à outils. Et ces graphiques sont relativement intéressants. Il y a aussi un autre concept, alors, on en parlera un petit peu plus tard, c'est dans les notions de variable importance et de feature interaction, qui permettent de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans votre modèle. Donc les notions de variable importance, j'en parlerai plus tard quand on fera en particulier des forêts aléatoires. J'en parle déjà un tout petit peu quand on fait des arbres, mais c'est ce genre de graphique où on voit l'impact des variables et quelles sont les variables qui sont importantes. Okay. Donc par exemple, quand on fait des GLM, on voit que N6 est la variable la plus importante, puis ensuite on a quelques variables qui interviennent ensuite. Okay. Je vois que quand je fais des réseaux de neurones, la variable la plus importante, c'est un quart. Voilà. Donc après, à discuter, hein, je n'ai pas forcément d'explication. Okay. Le N6 et N-pulse, c'est celui qui apparaissait quand je faisais juste un arbre. Okay. Je vous renvoie à la capsule sur les arbres où effectivement il y a juste deux nœuds. Okay. Donc c'est là où interviennent les deux variables. Mais voilà, on voit apparaître. Alors là, l'avantage par contre, c'est que tout est comparable puisqu'elles sont toutes sur le même graphe. Mais on voit que c'est possible quand même de comparer un petit peu l'importance des variables quand on construit notre modèle, donc de voir quelles sont celles qui sont effectivement vraiment importantes dans notre prévision. Ce qui peut être intéressant, le gros problème, c'est que là, il y en a pas mal qui sont fortement corrélés. Et donc, si jamais on vous dit qu'une variable est intéressante et l'autre moins, peut-être qu'un autre modèle dirait, moi, je préfère celle-là à l'autre, et il faut faire avec. Okay. Et le dernier, c'est les méthodes LIME, Local Interpretable Model Agnostic Explanation, qui avait été proposé en 2018. L'avantage, c'est qu'il y a un joli package qui permet de faire ça. Et je pense qu'on en parlera quand on fera des réseaux de neurones, puisqu'en fait, ce package marche très bien sur les réseaux de neurones, en particulier sur des traitements d'images où on peut comprendre un petit peu
Par exemple, si jamais un classifieur vous permet d'identifier des objets sur une image, donc par exemple, vous lui demandez est-ce qu'il y a un chien sur une image, il va vous mettre, donc en travaillant en fait sur les gradients des poids, il va vous mettre les endroits de l'image où il a mis beaucoup de poids. Essentiellement, ça veut dire qu'il a regardé beaucoup dans cette zone-là, et c'est cette zone-là qui lui donne l'interprétation qu'il y a un chien. Voilà. Donc ça permet de voir au moins où regarde l'algorithme. Et donc on a ces outils qui permettent de voir pas mal de choses. Je voulais juste faire une petite capsule ici de discussion de ces points-là, parce qu'on en reparlera un petit peu par la suite. Mais voilà, il faut juste se souvenir qu'on va construire des modèles qui seront des boîtes noires. Je vais juste vous expliquer comment ça marche et qu'est-ce qu'il y a dans l'algorithme de la boîte noire, mais ça ne vous permet en rien de comprendre ce que ça va donner en sortie. Donc, ayez juste en mémoire ces fonctions-là. Okay, je les évoquerai au fur et à mesure. Par exemple, quand je vous fais des random forest, on fera des partial dependence plots. Je vous ferai un petit peu de variable importance, justement pour essayer de comprendre un peu ce que fait notre modèle. Donc, je préférais faire cette petite capsule un peu courte, je pense d'une vingtaine ou une trentaine de minutes, juste pour pouvoir poser les différents concepts et montrer quand même que c'est un sujet compliqué et récent. Mais voilà. Okay, je vais m'arrêter là, et puis on continue avec les arbres et les forêts dans les jours et les semaines qui viennent. À bientôt.